Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde numérique de Jérôme Colombin et Futur Hebdo, le média de nos futurs immédiats. Aujourd'hui, rediffusion de la conférence « Le jeu peut-il servir les avenirs de l'humanité ?» Conférence donnée le 10 octobre 2021 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Elle réunissait Camille Rouge, agent public, Antoine Saint-Épondil, journaliste, Marc Frachet, créateur de jeux, et Pauline Klein, écrivaine. Luc Delis animait cet événement donné lors du premier épisode de la première saison des Mondes Anticipés, le festival nomade de prospective et d'anticipation. Le jeu peut-il participer aux avenirs ou contribuer aux avenirs de l'humanité? Vous noterez au passage l'ambiguïté charmante et terrifiante du pluriel à venir, puisque dans un de ces avenirs, nous avons disparu, dans d'autres, peut-être, nous avons d'autres chances. Et sur cette base, je voudrais donner respectivement la parole à Pauline, Antoine, Camille et Olivier. Mais peut-être vous demanderai-je d'abord, si vous voulez bien, de vous présenter. Et j'ai besoin de dire brièvement. Bonjour, je m'appelle Pauline Klein. Je suis écrivaine, auteure, autrice. Je ne sais plus comment on dit. J'écris des livres. Voilà. Bonjour, je m'appelle Antoine Saint-Épondil. Je suis blogueur, auteur, journaliste spécialisé en science-fiction. Donc analyse de science-fiction et narrative designer dans le domaine du jeu de rôle et jeux de société un peu, et serious games, etc. Bonjour, je suis Camille Rouge. Moi, je suis avec une casquette de chargée de projet innovation. J'ai eu plusieurs expériences dans le domaine, dans le secteur privé ou public, en France et en Afrique de l'Ouest. Et en ce moment, je travaille plutôt dans le secteur public, à l'accompagnement d'administration dans leur politique d'innovation. Bonjour, donc Olivier Parent, je suis un des co-organisateurs des Mondes Anticipés avec Christian qui a présenté la table précédente et comparse de prospective avec Luc que nous recevons régulièrement dans Futur Hebdo, notre magazine, et où nous avons le plaisir de lire ces mots de prospective. Oui, prospective indirecte, puisque pour me présenter en un mot, je suis écrivain, mais je suis aussi professeur de scénario, spécialisé non pas dans l'analyse des films du passé, ni même dans l'écriture de films de fiction parlant d'aujourd'hui, mais dans l'utilisation des techniques du scénario à des objets non foncièrement fictionnels. Comment peut-on appliquer l'art du scénario au passé, au présent et au futur? Comment peut-on analyser un événement historique en faisant intervenir non pas seulement les catégories du savoir, du document, de l'information, mais aussi les prospectives du passé? Par exemple, un de mes cours portait sur l'écriture des pièces de Molière. Qu'en est-il des combinatoires qui permettent de dire que peut-être Corneille y a mis la main, etc. Je ne tranche pas, mais je montre pour cela ou pour l'affaire Dreyfus les scénarios qui permettraient de lire les choses autrement. Et bien entendu, il m'arrive parfois, il m'amuse parfois d'appliquer les mêmes approches à un avenir présent, immédiat ou assez proche. Voilà. Ma première question, si vous voulez bien, ce serait pour poser les bases de notre échange ultérieur, quel rôle joue le jeu dans votre vie actuelle ? Et jeu peut être pris à bien des sens, et il est évident que, par exemple, on peut considérer que participer à un vote électoral est une forme de jeu. Donc on peut élargir assez bien la notion, mais que ce soit le Monopoly des League of Legends ou quoi que ce soit de plus inattendu, quel rôle le jeu joue-t-il dans votre existence présente ? Pauline. Et si la réponse est aucun, bien entendu, c'est intéressant aussi. Non, pas aucun. Le jeu est omniprésent dans mon intimité, je crois. Je ne sais pas de quelle manière exactement le dire, mais disons que
Pour le dire de façon très prosaïque, je me lève le matin et j'ai l'impression que je suis dans un jeu. Je réveille mes enfants et ça doit être un jeu. Je fais la vaisselle et c'est un concours avec moi-même pour essayer de faire en sorte de gagner. Mes relations amoureuses sont des jeux. Enfin, je crois que le jeu s'infiltre absolument dans tous les recoins de mon intimité. Et s'il n'y en a pas, enfin, disons que si je ne trouve pas le moyen d'extirper une forme de ludique ou un peu décalé vis-à-vis de ce qu'on appellerait la réalité, alors je m'ennuie énormément. C'est aussi une partie prenante de la créativité, de ce que j'essaye d'appeler la créativité de mon travail d'auteur, dans le sens où ma vie est jalonnée par ce que je garde ou ce que je jette en fonction de ce qui est utile ou non pour la fiction et le roman, et je crois que c'est un peu la même chose pour le jeu. Je fais le tri en fonction de ce qui m'amuse, là où je peux relancer les dés, faire partie de la partie. Enfin, c'est omniprésent, oui, en tout cas. Très bien. Ce que vous dites m'incitera à poser des questions pour relancer un peu plus loin, mais on va d'abord continuer le tour de table au pluriel. Antoine, pour vous présenter. Ouais, alors je me reconnais pas mal dans ton approche, je sais pas si on se tutoie ou si on se voit, sur l'idée qu'on joue tous des rôles sociaux et professionnels, intimes, etc. au quotidien. Peut-être prosaïquement, moi de mon côté, je suis très intéressé, passionné, obsessionnel par le jeu de rôle. Donc le jeu de rôle sur table, on parle pas de jeux vidéo, je pratique un peu jeux de société, jeux vidéo par ailleurs, mais principalement moi, mon centre d'intérêt, j'ai la chance professionnellement de travailler un petit peu sur certains projets de jeux, c'est d'écrire des jeux, de contribuer à l'écriture de ces jeux et puis de les jouer. Évidemment, je joue 2 à 3 fois par semaine. Alors le Covid a un peu ralenti le rythme, mais là c'est reparti à peu près 2 à 3 fois par semaine, et donc plusieurs heures par semaine, avec l'idée d'incarner des personnages, de les faire évoluer dans des mondes imaginaires, et puis de créer collectivement. Je pense que c'est ça le truc principal qui m'intéresse le plus, créer collectivement des fictions, comme autant de films ou de romans ou d'histoires partagées, dans lesquelles on va pouvoir évoluer avec les amis et puis les gens avec qui j'ai l'occasion de jouer, pour construire des histoires ensemble, en s'inspirant de tout ce qu'on aime, pour après les faire évoluer et développer ça sur des mois, des années, parfois. Si je comprends bien, pour comparer les 2 premières interventions, pour vous, Pauline, tout est potentiellement jeu. Vous faites entrer dans le cercle du jeu des activités qui ne sont pas qualifiées jeu a priori. Tandis que pour vous, il y a des moments de jeu et des moments de non-jeu. Il y a un intérieur et un extérieur du jeu. Il y a des moments où vous n'êtes pas dans le jeu du tout, vous êtes dans un rapport réel non ludique, ou bien la frontière est plus poreuse? Disons que je vais reprendre une citation dont je me rappelle plus exactement qui est vous me pardonnerez, qui est l'instigateur. Alors vous pourrez peut-être googliser pour trouver, mais il y a une citation qui dit que le réel, c'est ce qui continue à exister quand on cesse d'y croire. Donc pour moi, en fait, il y a des jeux du réel, ce qu'on est obligé de jouer, le rôle professionnel qu'on va reprendre lundi matin en retournant au turbin, etc. C'est des rôles, c'est des jeux, c'est des choses qu'on doit mettre en place pour vivre et puis pour gagner notre vie, etc. Pour s'inscrire dans le monde social également. Mais c'est des choses qu'on est un peu contraint de faire par le fait que justement c'est du réel et qu'on peut pas vraiment décider de cesser de s'y adonner, de cesser d'y croire. Contrairement au jeu de rôle où là on va décider plus librement peut-être d'incarner des personnages autres et puis d'avoir des vies peut-être un peu plus fantasmagoriques, un peu plus libres. D'accord, c'est très clair. Camille. Oui, alors moi ça va faire un peu la transition avec ce dont on parlait juste avant, parce que pour moi le jeu c'est vraiment un moyen pour faire un pas de côté. Et dans mon métier, ça nous sert vraiment, placer les gens dans le jeu, dans des situations fictives, permet de les mettre dans des espaces d'autorisation, des espaces où on reprend de la créativité parce qu'on sort de sa propre situation personnelle pour pouvoir se projeter ailleurs en se disant « et si ?» qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc voilà, et parfois rien que ça on voit bien, enfin je me rejoins tout à fait ce qui t'est dit vraiment tout à l'heure, cette question de faire un pas de côté, c'est pas toujours facile et on le ressent, mais le jeu permet vraiment ça et ouvre ça. Et lorsqu'on fait un pas de côté, on est où? On est hors du temps ou simplement hors des urgences indispensables?
Ça peut être simplement hors des urgences ou du cadre. Moi, j'ai des souvenirs comme j'avais été très frappée comme ça par un agent public où on lui avait demandé, lors d'une session, un atelier de réflexion, où on voulait juste penser hors de quelques normes administratives. Et rien que ça, la personne s'était figée, même bloquée physiquement, en disant je vois l'exercice de pensée que vous voulez me faire faire, mais c'est compliqué. Et donc, on voit que, voilà, même des choses, sans aller dans un jeu de rôle très complexe, rien que mettre les gens dans une autre situation, faire un petit pas de côté, c'est pas évident. Mais le jeu peut. Voilà, quand on le dit c'est pour de jeu, ça permet quand même plus facilement à la personne de se laisser aller et de s'autoriser ce qu'elle arrive à faire. Et donc de faire sortir éventuellement d'autres coins de sa personnalité. D'autres coins, de la créativité, de penser des choses qu'on n'oserait pas faire si c'est juste dans son bureau, dans une réunion classique. Mais là, tout d'un coup, dire bon, c'est pour de jeu. Si je peux me permettre, ce que vous dites là, c'est la façon dont vous faites jouer les autres, mais vous-même, vous jouez. Quel rôle le jeu joue-t-il dans votre propre comportement personnel? Parce que il me semble que ce que vous venez de dire, c'est plutôt la façon dont vous incitiez les autres à sortir d'eux-mêmes par le jeu. Mais est-ce que ça peut fonctionner en miroir pour soi-même? Ah oui, complètement. Je pense que j'ai appris à le faire pour d'autres parce qu'on me l'a fait d'abord à moi. D'accord. dans ce genre d'atelier, etc. D'accord, je vois. Olivier Parent. Alors, je ne sais pas si la spéculation que l'on mène très régulièrement dans la prospective avec Christian est un jeu, mais en tout cas, effectivement, il y a une forme de plaisir à essayer de poser en permanence. Et si, qu'est-ce qui se passe? Et si, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment l'essence de la démarche que nous menons, à la fois dans une démarche qui relie le présent à ce et si, donc quels ont été les éléments qui nous ont amenés à ce et si, et à partir de ce et si, quelles sont les conséquences qui en découlent. Peut-être que c'est un jeu, en tout cas, c'est marrant parce qu'en vous écoutant parler, je me disais, mais finalement, quel est le jeu pour moi? Et peut-être qu'il est là. Et il y a une autre dimension pour moi, c'est donc je suis le repère de 2 jeunes adultes bientôt. Pour le deuxième. Et ça fait des années que je les vois jouer sur des jeux en ligne. Pour l'un, c'est Dofus, et l'autre, c'est League of Legends. Et donc, Clément, mon fils aîné, a commencé sur Dofus vers 8-10 ans, je crois, un truc comme ça. Et il y a eu des drames parce qu'il s'est fait voler tous ses artefacts, parce qu'il a fait confiance à une personne qui lui a dit... Enfin bon, on a eu des drames dans la famille, avec des colères et des désespoirs qui prenaient des proportions qui nous semblaient démesurées, mais pour l'enfant qu'il était. Voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est de voir comment la sociologie du comportement de ces jeux, et je lui ai demandé d'ailleurs, parce que par exemple pour Dofus, c'est un univers qui est quand même s'il est assez sexué, il est quand même très très ludique. Quel est l'âge? Et il me dit, mais en fait, c'est très vieux. Il est en permanence avec des gens de 25, 30, 40 ans. Et ça m'a étonné. Alors que les dessins animés sont Dofus, produits par Ankama, sont très ciblés jeunes. La sociologie de ces jeux est plutôt adulte dans les joueurs. Et puis aussi, on a vu, avec Clément et puis Baptiste, on a vu l'évolution de la sécurisation quelque part des frontières entre le réel et le virtuel, où maintenant on passe par des systèmes de double protection, qui évitent les drames qu'on a eu dans la famille. Donc en fait, je me suis retrouvé un petit peu comme un observateur qui a 2 souriceaux dans un labyrinthe. L'un s'appelait Baptiste, l'autre Clément. Puis je les ai observés là ces 10-15 dernières années dans le rapport au jeu. Et là, par contre, là, au jeu virtuel, dans la famille, on n'a pas la culture, par exemple, des jeux sur table, donc des jeux de rôle, qui pour moi sont une fascination. On a un ami qui y jouait beaucoup, et je l'ai redécouvert dans la série Big Bang Theory. C'était assez rigolo. Donc voilà. Très bien. Est-ce que, en prenant appui sur les déclarations encore progressives que vous avez faites, est-ce que vous avez le sentiment que le jeu peut avoir un effet direct sur la vie, sur la société? Pas sur le comportement des gens, ça, la question est dans la réponse, mais plus durablement, est-ce que notre époque de jeu, ou d'un certain type de jeu nouveau, est-elle en train de modifier la société et le rapport que les gens peuvent avoir
non seulement à leur divertissement, ça va sans dire, mais aussi au temps de travail, mais aussi aux relations sentimentales ou sexuelles, etc. Même quand les jeux n'ont pas cette connotation-là au départ, mais simplement parce que l'être qui joue est un être qui déplace la notion de réalité à un niveau plus virtuel, potentiellement. On commence par vous, Antoine. Oui, si vous voulez. Alors, c'est une question à tiroir, hein, il y a beaucoup de réponses possibles sur ça. Déjà, il y a des jeux narratifs et des jeux qui ne sont pas narratifs. Moi, ma spécialité, les jeux de rôle, c'est toujours narratif. Mais si on prend les jeux d'échecs ou des jeux abstraits de société ou de jeux vidéo, il peut y avoir des trucs qui ne sont pas narratifs du tout. Pour autant, ils peuvent avoir un effet quand même. Cet effet, pour moi, en fait, ce qui définit, j'ai une petite circonvolution pour expliquer ce qui définit pour moi un jeu par rapport à une autre forme d'expression ou d'art, si tant est que ce soit un art ou un autre média. C'est comme le cinéma ou la littérature qui sont hyper importants et hyper prépondérants dans l'analyse, en plus qu'on en fait dans ce type d'événements d'ailleurs, donc le cinéma, la littérature. Le jeu, la différence fondamentale, c'est l'agentivité en fait, c'est-à-dire la capacité de donner des choix à réaliser, de faire réaliser des actions aux personnes qui vont être à la fois le public et les actrices et les acteurs de ce dispositif. Un jeu, donc il y a le côté narratif, on va raconter une histoire, mais ce qui différencie un jeu par rapport à un roman ou un film, c'est qu'il va permettre une action sur ce qui va se passer, même si, donc ça c'est ce qu'on appelle l'agentivité. Et donc cette action sur ce qui va se passer va du coup avoir des effets sur les personnes qui vont les réaliser, des effets qui sont intra-diégétiques si on peut dire, alors c'est-à-dire dans le monde de la fiction ou dans le cadre du jeu, c'est-à-dire est-ce que je vais gagner, perdre, avancer dans tel ou tel sens, prendre le choix A ou le choix B, mais également extra-diégétique, c'est-à-dire en dehors du monde de la fiction, c'est-à-dire sur moi-même, est-ce que tout simplement je vais être content parce que j'ai gagné ou dégoûté parce que je vais me faire plier, ou est-ce que ceci ou est-ce que cela, quoi. Et donc à partir... Je vous interromps, ce dernier aspect est très intéressant et très important, mais on peut dire qu'il qualifie la réaction psychologique. Celui qui a joué, qui a gagné ou perdu, est dans un état d'esprit différent pour accomplir d'autres tâches. Mais au-delà de ça, puisque vous tenez un fil d'or, il ne faut pas le lâcher, au-delà de ça, est-ce que l'être joueur est différent d'un être non-joueur ou non-joueur ès-qualité, hein, bon, parce que peut-être que tout est jeu, dans l'accomplissement d'autres tâches de sa vie, sa famille, ses relations amoureuses, son travail professionnel, ou est-ce que finalement, il y a malgré tout une déconnexion de l'être joueur au profit de quelque chose ou de quelqu'un de plus mobile et de moins spécialisé? Alors déjà, à titre personnel, moi je pense pas du tout que tout soit jeu. Je pense pas du tout que la vie soit un jeu ou que le fait de travailler ou d'avoir une vie sociale, etc., soit un jeu. Je pense que ça, c'est une remarque de personnes incroyablement privilégiées que de dire un truc pareil, parce que la vie n'est pas un jeu. Justement, la vie a des effets concrets, les choix qu'on fait dans la vie ont des effets concrets, et l'ignorer en considérant que tout est justement ludique et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut parce que c'est une espèce de liberté. C'est le genre de commentaire que peuvent faire, enfin personne l'a eu là, hein, mais c'est le genre de commentaire qu'on peut faire quand on se rend pas trop compte justement que pour beaucoup de personnes il y a des conséquences très concrètes qui peuvent être terribles sur ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Donc ça c'est juste une première chose, mais par rapport à l'idée de donc la personne joueuse par rapport à la personne non joueuse, je saurais pas dire. Enfin, il y a de nombreuses manières d'être influencé dans la vie, sur ce qu'on fait, sur la manière dont on évolue, etc. Moi, à titre personnel, le jeu m'a apporté énormément dans ma vie. J'ai commencé le jeu de rôle, j'étais en 3e, donc ça fait 17 ou 16 ou 17 ans à peu près. C'est ce qui m'a appris à parler avec de nombreuses personnes, ce qui m'a développé mon imaginaire incroyablement. Aujourd'hui, c'est en partie mon métier. Ça me permet d'être à l'aise à l'oral pour parler devant vous, par exemple, aujourd'hui. Enfin, ce genre de choses, je le droit directement à ce type d'exercice-là. Et donc, je pense que voilà, les effets peuvent être ceux-là. Et ils peuvent être également sur la perception qu'on a de l'imaginaire et du futur et de la manière qu'on a de se projeter, etc. Ouais. etc. Sur le futur, à proprement parler, on va revenir dans un instant. Pauline, est-ce qu'une société de joueurs spécialisés suppose une évolution différente de la société? Est-ce que ça a un impact d'être non pas quelqu'un qui, comme vous, s'invente des scénarios du réel pour des petites choses de la vie, hein, ce qui est différent de croire que tout est jeu, il n'y a pas de confusion possible. Mais est-ce que ça détermine un autre rapport au temps, par exemple, un autre rapport à l'usage de ses loisirs, un autre rapport à l'usage de son corps, de son activité professionnelle, ou à votre avis, la nature humaine est une constante qui ne change pas avec les évolutions sociologiques?
C'est très long, ce serait beaucoup de choses. Ouais. Si la nature humaine n'est pas, enfin, je ne crois pas que la nature humaine soit une constante. Moi non plus. En fait, ça m'est assez étranger, même si je ne dis pas que tout est jeu, et je comprends ce que tu dis sur l'aspect très privilégié de ce discours. Moi, c'est très très interne. Ça n'a rien de. Je ne parle pas du tout de posture que j'aurais et qui aurait des effets dans la réalité. En fait, je parle vraiment. Le terrain de jeu dont je parle, il est complètement intérieur. C'est un territoire intime. Par exemple, c'est une des choses les plus étrangères pour moi, c'est le jeu de rôle. Je ne comprends pas du tout cette histoire. Mon fils a déjà, l'autre fois, il m'a imposé de jouer avec lui à un jeu de rôle. J'ai cru mourir. Je ne sais pas du tout par quel biais. En fait, je pense que c'est intéressant que ça bug de cette façon en moi parce que ça doit vouloir dire quelque chose, mais le fait que des règles extérieures m'imposent une façon de jouer et que je dois suivre ces règles, même si je suis agent de la chose, enfin, pour moi, c'est un manque de liberté. Ça m'évoque un manque de liberté absolue. Je parle en ne connaissant rien, en ne sachant absolument pas de quoi je parle. Voilà, donc pour vous répondre à cette question, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Enfin, il y a une infinité de réponses. Je vais devoir à chaque fois parler, contrairement à vous qui êtes très spécialiste. Moi, la seule spécialité que j'ai, c'est la semaine que j'ai vécue, enfin la vie que j'ai eue jusqu'ici. J'ai du mal à... Je me sens spécialiste dans rien de particulier. C'est une forme de spécialité. Hein. Ouais. Nous avons invité quelqu'un qui n'a pas de spécialité. Voilà. C'est sa spécialité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois un peu vertigineux pour moi et sans doute pour la compréhension de mon langage. Si je pars dans des trucs qui veulent rien dire, il faut me le dire, par exemple. Je suis là pour y veiller, mais actuellement... Je suis la seule matière... mon application ne sonne pas, vous n'êtes pas encore sorti. Ce qui me fascine, en tout cas moi aussi dans mon travail de romancière, c'est le jeu de rôle social, même si on n'a pas vraiment parlé de ça, mais je pense que tout le monde joue. Je pense que là, on joue, que quand on est... les endroits où le jeu n'existe pas sont très, très rares. Il y a des niveaux de conscience plus ou moins hauts. Et il y a on peut avoir des interactions avec des gens qui sont sans doute persuadés qu'ils ne sont pas du tout en train de jouer et qui sont dans leur bon droit, dans leur travail, en tant que mère, en tant qu'ami, en tant qu'employé de bureau. C'est une distinction très importante entre l'hypothèse à laquelle personne n'adhère, selon laquelle tout est jeu, et l'idée très différente et plus subtile qu'il y a une part de jeu dans tout ce qu'on fait, ou que tout le monde joue. C'est deux catégories distinctes, et la seconde me semble vraiment porteuse, parce que c'est pas une constatation purement nouveau. Déjà, vous vous souvenez d'un Lettre éminente de Sartre, où il explique que le garçon de café consacre une partie de son énergie, au lieu de servir simplement le client, à jouer le rôle du garçon de café. Je crois que cet élément-là nous éclaire sur cette idée que tout le monde joue. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Après, ça devient presque un jugement moral. Ça dépend de ce qu'on appelle le jeu. Parce que si moi, j'ai conscience du fait que le garçon de café de Sartre a incorporé son rôle social et, comme le raconte Sartre, joue au serveur, je porte une espèce de jugement de privilégié en tant que cliente du café et j'ai cette conscience-là qui est pour moi une conscience un peu bourgeoise, qui était la conscience aussi de Sartre. Mais ça donne au jeu une espèce d'aspect moral. Et donc il y a tellement de définitions de ce mot-là. Il y a le jeu tel que toi tu en parles, l'intimité, on peut être dans une interaction avec quelqu'un et se rendre compte dans une espèce d'accès de conscience soudain que l'autre est en train de jouer à l'habitant du quartier ou au voisin, parce que le voisin de palier aussi, enfin, on a des interactions qui sont socialement très, très... qu'on a incorporées comme faisant partie du rôle. Là, on est le voisin, là, on est la mère, là, on est le garçon de café ou l'employé de bureau. Et c'est aussi... je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'est épuisant d'en prendre conscience pour soi tout le temps, parce qu'il y a aussi un délice à jouer à ça. Enfin, moi, j'ai été serveuse il y a longtemps pour me faire un peu d'argent. C'est totalement jouissif de jouer à la serveuse.
on peut être conscient de ça, et je pense que pour moi, le plaisir du jeu, il est là-dedans aussi, dans le fait qu'on s'accapare le délice de jouer à une chose qu'on considère pas forcément comme flamboyante, parce qu'être serveuse, c'est pas forcément très flatteur, mais en tout cas, on n'a pas spécialement le sentiment d'avoir réussi sa vie quand on est arrivé à ce stade de sa carrière. Mais le délice de ce jeu-là, pour moi, c'est celui que je recherche, en tout cas aujourd'hui, dans ma vie. Très bien. On va rebondir sur cette double détermination. Camille, l'impact du jeu sur notre société, disons, je raccourcis ma demande initiale, et d'autre part, la dimension de délice du jeu dans la vie courante. Est-ce que ça vous fait réagir, ces deux pistes qui ne sont que des ombres de pistes, hein. Je fais semblant d'être un animateur. Merci. Non, ouais, moi, une chose que m'inspirait aussi cette question, c'était peut-être le côté libérateur et un peu thérapeutique du jeu. Je sais qu'en Amérique latine, tout un théâtre s'est développé qui s'appelle le théâtre de l'opprimé, qui consiste aussi alors j'en ai jamais vu, mais ce que j'en ai lu, c'est que voilà, ça consiste à jouer des acteurs qui vont jouer des scènes, etc. Puis à un moment donné, s'arrêter et demander au public de devenir eux-mêmes un peu acteurs, de réfléchir à comment on pourrait penser des alternatives, etc. par rapport à une situation donnée où les spectateurs sont plutôt en position de dominer. Donc l'idée, c'est de redonner aussi de la conscience politique, etc. Et je trouve en tout cas cette utilisation du jeu extrêmement intéressante. On sait aussi de plus en plus que, et c'était une autre référence aussi d'Amérique latine, Alexandre Jodorowsky, qui dans ses écrits sur la psychomagie, etc., disait à quel point le cerveau fait pas toujours la différence entre le simulé et le réel. Et ça, on le voit de plus en plus dans les thérapies cognitives, etc., que faire rejouer des scènes, et donc il y a des protocoles qui sont développés comme ça pour faire rejouer des scènes à des gens sur leur enfance, etc. Et ensuite, c'est un vrai effet guérisseur. Donc il y a peut-être aussi tout cet aspect, moi, du jeu que je trouve très intéressant. Et voilà, donc je suis pas du tout experte, mais qui en tout cas me fascine. Vous répondez aux deux questions d'une seule manière, ce qui est très bien, parce qu'elle a répondu à la fois à la notion d'impact et à la notion de délice. Olivier. Alors moi, je vais reprendre la phrase je vais reprendre le serveur de Sartre. Et à l'encontre de Sartre, je ne pense pas que le serveur perde de l'énergie à jouer son rôle s'il a conscience de jouer son rôle. Donc s'il y a un avantage dans le jeu à faire prendre conscience aux gens, donc à se mettre observateur des scènes qu'ils jouent et qui sont en train de jouer, c'est fondamental, puisque dans la perspective de est-ce que le jeu peut servir à construire des avenirs à l'humanité, il faut déjà que le présent s'observe lui-même pour prendre conscience que les actes qui sont posés ont des conséquences. Que l'on veuille ou non, chaque acte, individu, organisation, privée, publique, institution, chaque acte qui sont posés vont avoir des conséquences dans cet avenir. Et pour prendre conscience de ces conséquences, il faut être comme le serveur, il faut admettre que l'on joue à un jeu, mais il faut se placer comme observateur de ce jeu. Et alors peut-être que le jeu de rôle peut éveiller cette conscience. Les spéculations de la science-fiction sont aussi un moyen d'éveiller cette conscience. Peut-être qu'il y a des formes de jeux qui sont en train de naître avec, on pourrait parler du multivers, donc les univers persistants. Est-ce que ça permettra toujours ça, ou est-ce que ça permettra donc un autre rapport au réel qui pourrait être de l'ordre de la fuite? Mais je trouve vraiment très très important cette capacité que l'on a de regarder les actes qui sont posés autour de nous et de se dire, ok, là, il y a un acte qui est posé, ça va faire quoi à court ou moyen terme? Et malheureusement, autour de nous, trop de gens sont, pour des raisons qui sont légitimes, des raisons de niveau de vie, des raisons économiques, des raisons psychologiques, des raisons sociologiques, sont dans le flux permanent du fleuve océanique du présent. Et il faut trouver le moyen de s'arracher un petit peu à ce flux pour se placer un petit peu sur la rive, pour essayer un petit peu d'observer la scène qui se joue, pour essayer de construire autre chose que être emporté par cet élan permanent. Très bien. Oui, Antoine. Ouais, j'aurais voulu intervenir sur quelque chose que vous avez un peu toutes et tous dit là. C'est que pour moi, la différence fondamentale en fait entre le jeu tel que moi je l'entends, c'est-à-dire un dispositif en fait extrait du monde réel, si on peut l'appeler comme ça, dans lequel on va jouer, que ce soit sur un ordinateur pour jouer à League of Legends ou en jeu de société si on joue au Monopoly,
ou à des trucs un peu plus modernes, ou en jeu de rôle où on va créer une fiction puis la partager à 4 ou 5 autour d'une table. La différence entre ce jeu-là, donc où on extrait un dispositif du monde, et le jeu qu'on joue au quotidien, c'est que justement il y en a un en fait qui est extérieur à notre quotidien et qu'on va pouvoir justement y tester des choses. Et du coup, ça rejoint le concept qui avait été évoqué hier dans une table ronde sur l'utopie, le concept de Yannick Rumpala qui est la prototopie. C'est-à-dire que c'est pas une utopie ni une dystopie, c'est-à-dire que c'est pas positif ou négatif, mais c'est une utopie, donc un monde à tester soi-même. C'est un prototype de topie, quoi. Et donc une prototopie, enfin tous les jeux sont plus ou moins des prototopies, alors ils sont plus ou moins conçus comme ça, et la question qu'on peut se poser à partir de là sur les jeux qu'on va pratiquer de rôle, de société, de jeux vidéo, etc., c'est qu'est-ce qui nous permet de tester. Et là je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire les règles sont un espèce de carcan qui va nous empêcher et tout, à la fois c'est vrai, mais les règles du jeu, donc qui vont intermédier, si on peut dire, les relations qu'on a dans le jeu, c'est à la fois le code pénal qui nous interdit plein de choses, on peut pas faire plein de trucs parce qu'il y a un code pénal qui nous en empêche, sinon on est puni. Mais c'est également la Constitution, c'est-à-dire qui va nous autoriser un certain nombre de trucs comme des droits inaliénables. Elle va à la fois nous empuissanter et puis nous orienter, c'est-à-dire nous dire ça non et puis ça oui, quoi. Et donc, dans la plupart des jeux, notamment de rôle, il y a des règles, même si elles sont implicites, de bienséance, qui sont qu'on se comporte normalement en société, on n'agresse pas les autres, etc. Et également, on fait un peu attention à ce qu'on présente comme élément de fiction pour pas non plus, notamment tous les thèmes lourds et difficiles, etc., pas franchir des limites qui mettraient les autres dans un inconfort, voire une sorte de brutalité, quoi. Est-ce que ça veut dire que les jeux véhiculent toujours, enfin les jeux organisés, les jeux officiels ou en tout cas qui ont un dépôt légal, présupposent toujours une éthique. Il y a toujours à un certain niveau des choses qui sont hors champ parce qu'elles sont tabous. Hein. Est-il possible qu'il n'y ait pas, par exemple, des jeux qui se réjouissent de la victoire des nazis ou des jeux pédophiliques, etc. On se doute bien que dans ces deux cas, surtout le second, on ne les vendrait pas au magasin du coin, mais toutefois, je veux dire, le principe du jeu n'implique pas forcément cette garantie morale. Qu'est-ce qui fait c'est sa commercialisation ou il y a d'autres raisons qui font que entre l'infini des possibles, y compris totalement noir, et l'acte régulier du joueur, il y ait malgré tout une frontière ou une barrière? Alors, déjà présupposer que la commercialisation d'un produit, parce que c'est des produits, va être garant de son éthique, mais j'y crois pas tellement. Déjà, bon, c'est pas si simple que ça. Ouais, non, puis ça se saurait si on ne vendait que des choses éthiques. C'est pas parce que c'est performant commercialement que c'est éthique. Enfin bon, mais en fait, ce qui est vrai, c'est que tout jeu porte des valeurs, ça c'est sûr. Et comme tout film, comme tout roman, comme pratiquement tout, en fait, tout est politique. Et donc les jeux sont politiques aussi, c'est-à-dire que les règles vont véhiculer un certain nombre de comportements valorisés ou au contraire défendus, et vont tenter d'orienter vers telle ou telle vision du monde. Et autant je suis pas du tout d'accord sur l'idée qu'un monde très noir ou moi je suis un grand défenseur de la science-fiction dystopique la plus noire et trash possible, parce que je pense que justement elle a des tas de qualités et l'utopie je m'en méfie plus. Bon bref, c'est pas le débat. En fait, les jeux, c'est vraiment une aberration qu'on n'entend plus tellement maintenant, mais qu'on avait entendu pas mal dans les dernières décennies, qui était les jeux vidéo rendent violents. C'est ce qu'on a dit aussi du rock, du rap, etc., quand ils ont commencé à se démocratiser. Aujourd'hui, même des romans de Zola. Hein. Et même des romans de Zola, voilà. Donc en fait, c'est une aberration, les jeux vidéo rendent pas violents. Pour autant, on peut quand même se noter, remarquer que la plupart des jeux, qui soient, encore une fois, dans tous les médias de jeux possibles, véhiculent souvent un ensemble de valeurs et de comportements qui sont promus, qui appartiennent quand même au champ social dont on est issu, dont ces jeux sont issus. Notamment des comportements d'affrontement, de compétition ou de gestion. Et en fait, ça, c'est très économique, c'est très capitaliste. C'est de la prédation, c'est du combat et c'est beaucoup de la gestion de ressources. Ça, autant dans le jeu de société que dans le jeu vidéo, que dans le jeu de rôle, c'est beaucoup, notamment la prédominance du combat et le fait d'affronter des gens, de s'affronter entre joueurs, etc. C'est un truc qui est ultra dominant. Et autant ça va pas, c'est pas parce que je tue des gens dans les jeux vidéo toute la journée que je vais après prendre un flingue et aller tuer qui que ce soit. Et pourtant, ça entretient quand même des logiques de compétition qui, pour le coup, entretiennent un rapport, on va dire, capitaliste au monde, quoi. Autrement dit, s'il y a un problème éthique, il ne porte pas sur la violence en soi, mais sur le modèle de société ou de valeur qui est enclenché par le jeu.
C'est pas parce que les jeux sont des prototopies, c'est-à-dire des mondes à tester soi-même, qu'elles sont complètement externes au monde qui les a conçus. Non, mais on est entièrement d'accord. Alors pour rebondir encore sur... puisqu'on procède par cercle concentrique et on se rapproche de l'avenir incertain et plus des avenirs certains, comment voyez-vous le rôle du jeu si on admet qu'on est dans une société de jeu, que le jeu a pris une dimension sociale, on peut le voir, Olivier Parent citait le cas de ses propres enfants, on peut voir que ce qui aurait été peut-être il y a 40 ans des enfants qui lisent ou qui jouent aux billes ou qui flirtent devient en partie des enfants ou des adolescents qui jouent et qui jouent à leur bureau avec un casque, avec un micro, etc. Ce n'est pas le seul type de jeu, mais c'est quand même un modèle prédominant. Un martien qui circulerait sans rien comprendre des activités humaines, il verrait beaucoup d'alvéoles avec beaucoup de pièces, avec beaucoup d'écrans et beaucoup de... Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est pas un jugement de valeur. Ce dispositif-là, est-ce qu'il nous permet d'enduire l'hypothèse d'un avenir dans 50 ans où ça aurait modifié, on parlait tout à l'heure, pour rejeter cette hypothèse de permanence de la nature humaine, aurait modifié un certain nombre de comportements humains ou d'être au monde des humains. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vais tutoyer une fois. Je tutoie les garçons et je vous vois les filles. C'est plus respectueux pour chacun des quatre. Je ne sais pas si le jeu peut modifier l'horizon à 50 ans de l'humanité, mais j'espère que le jeu peut, comme je l'ai dit, peut permettre à des gens de prendre conscience des conséquences des actes qu'ils ont posés et qu'ils vont poser. Hier matin, pendant 2 heures, nous avons joué ici au Festival des mondes anticipés dans le cadre d'un atelier de prospective design avec, on était une 15-17 personnes où on leur a soumis des scénarios et ils ont joué aux sociologues d'un avenir qui leur était imposé. Et après, ils ont dû restituer à la plénière les scénarios qui leur avaient été soumis. Et si ce jeu, ça peut faire prendre conscience aux gens qu'ils sont le rouage d'un mécanisme qui est la société, cette société qui a différents organes, que ce soit la dimension pédagogique, éducation, santé, hospitalier, la dimension économique avec l'entreprise qui est un organe social du corps social, la défense, etc. Si on peut éveiller les gens à prendre conscience qu'ils sont un rouage et qu'ils ne sont pas que consommateurs de la société dans laquelle ils sont, si le jeu peut aider à ça, alors c'est vrai que là, dans le cadre de ce qu'on a fait hier matin, c'était orienté, mais ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est plus facile. J'ai l'impression de discuter avec des gens qui ont dans leur culture la notion de spéculation. Et si, what else? Et si, que des gens qui sont que enfermés dans le train du réel. Apprendre à se poser sur le quai et regarder passer le train, c'est bien aussi. C'est bien d'être dans le train. Je ne dis pas qu'être dans le train, c'est mal, mais apprendre à se poser pendant quelque temps sur le quai pour regarder le train qui passe, c'est bien aussi. Et peut-être, du quai, on peut voir un peu plus les aiguillages qui peuvent se présenter et participer à la décision de tiens, on va prendre quelle voie, celle-là ou celle-là. Quand on est dans le train, c'est plus difficile. On le sait très bien. Dans un train, on voit que à perpendiculaire de la direction dans laquelle on va. On voit difficilement ce qui vient vers nous. Alors il faut vraiment se pencher dans quel champ est vraiment très très étroit. Donc si le jeu peut aider à ça, je trouve ça c'est extraordinaire. Et n'importe quel jeu, parce que ce soit, tu as cité les échecs, Antoine, les échecs sont le jeu par excellence de l'anticipation. La différence entre une IA qui joue contre un humain, c'est que l'IA, c'est la force de frappe, une force de frappe où elle teste une infinité de possibilités contre l'humain qui, lui, a une intuition d'un chemin. Si
on peut cultiver cette notion de l'intuition du chemin, et qui est le propos des mondes anticipés, qui est de inciter les visiteurs à développer la culture de l'anticipation au service, au profit de la construction d'avenir durable. Eh ben, le jeu est, à mon sens, quelque chose qu'il faut vraiment pousser, quoi. Cet ensemble de remarques est intéressant, permet aussi d'abord d'apercevoir une distinction ou une ambiguïté dans le terme anticipé qu'on a utilisé à plusieurs reprises. Le joueur d'échecs qui anticipe à 3 coups à l'avance ce qui va se produire au résultat du coup qu'il a porté, sa réponse, etc., il est dans la prévision. Et peut-être est-ce une prévision intuitive, mais c'est une prévision dont le ressort est quand même la logique. Elle ne se vit peut-être pas comme une logique, mais comme un plexus, mais c'est quand même en dernier lieu la logique. Par contre, quand on dit anticiper au sens de se représenter l'univers ou les univers possibles à X années de distance, on n'est pas dans la prévision à proprement parler, on est dans la représentation, c'est-à-dire dans la simulation imaginaire de quelque chose qui n'est pas le contraire du vraisemblable, mais qui n'est... C'est pour ça d'ailleurs qu'on a formulé ce petit débat en évoquant le terme d'avenir au pluriel et pas au singulier, sinon on fausserait le jeu des pas. Donc sur cette base-là, je reviens au deuxième aspect du terme anticiper. Est-ce que réellement, qu'en pensez-vous, Pauline, est-ce que l'exercice du jeu, d'un certain type de jeu, l'évolution d'une société où le jeu joue un rôle important, permet réellement d'anticiper un avenir et sous quelle forme ? Et je pose la question naïvement parce que je n'ai pas d'autre réponse que celle qui va venir. Penser, c'est frapper une porte et puis on se dit que si on insiste, la porte s'ouvrira, mais on ne voit pas à travers la porte. Moi, je me souviens, il y a une nouvelle de Borges, je crois que c'est Borges, mais je ne suis pas sûre. Un type qui va en prison et qui se demande s'il va être condamné à mort, et il émet tout un tas d'hypothèses. Et il se dit, il faut absolument que je me prépare à chacune des hypothèses possibles, parce qu'il y en a forcément une qui va advenir. Et évidemment, toute la nouvelle consiste en l'énumération de ces hypothèses, et puis il trébuche, et puis rien ne se passe quand on le sort de sa cellule, et puis rien ne se passe du tout comme il avait tenté de l'anticiper. Et je pense souvent à cette nouvelle, c'est dans ma vie comme dans le jeu, et d'ailleurs je me demande comment ça se produit ou pas dans les jeux de rôle, enfin dans un système qui est plus structuré et plus organisé. J'ai l'impression que rien ne se passe jamais comme on l'anticipe, de toute façon. Et que plus on émet des hypothèses et plus on peut accumuler tout le vertige des possibilités, plus c'est vertigineux et moins on arrive à se représenter ou en tout cas à articuler une idée possible de l'avenir. Je rejoins ce que dit Olivier sur le flux océanique du présent. Je pense que c'est extrêmement difficile. Je pense que les gens sont à la fois sur le quai et dans le train. Enfin, c'est être à un endroit ou à l'autre ou dans l'autre, c'est impossible physiquement, mais aussi intellectuellement. Et donc je pense que une des substances intéressantes du jeu consiste dans le fait même si on essaie d'anticiper, même si c'est possible techniquement aux échecs ou ailleurs, je pense qu'il ne se passe que très très rarement ce qu'on a voulu anticiper. Voilà. Je voulais savoir comment ça se passait dans les jeux. Si je peux reprendre votre... Oh, je vous en prie, je prends le vôtre. Alors, il y a plusieurs niveaux d'anticipation, parce que dans les... Enfin, le problème, j'allais dire le problème, c'est pas un problème, mais la question de l'anticipation, c'est tout le problème de la science-fiction. En fait, c'est comment on essaye de se projeter ou pas dans un avenir souhaitable, pas souhaitable, différent, etc. Ou au contraire similaire. Ça, c'est un premier niveau d'anticipation, c'est comment on joue des histoires qui vont se dérouler dans des futurs ou pas, et donc dans un genre de SF. Et l'autre problème, l'autre manière d'anticiper, c'est quand on joue, on va jouer à 4 ou 5 autour de la table, et on va avoir un certain nombre d'intuition sur ce qui va être fait, et en général aussi on a préparé un scénario, donc une histoire qui est censée se dérouler, et on se dit ils sont censés arriver à la fin, je sais pas, au château ou je sais pas quoi, ou dans l'étoile noire, et puis si je donne vraiment la parole aux gens qui vont jouer avec moi, ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent
plus ou moins ce qu'ils veulent, avec les règles quand même qui vont diriger ce qu'ils ont le droit ou pas de faire, mais ils peuvent faire quand même à peu près ce qu'ils veulent. Et donc, ce qu'ils veulent, si c'est pas aller dans l'étoile noire, concrètement, mon scénario tombe à l'eau, quoi. Donc, pour éviter ça, il y a des méthodes et des techniques qui sont partagées largement en ligne et dans les conseils entre joueurs de jeux de rôle et joueuses de jeux de rôle. C'est des conseils pour manipuler sans avoir l'air, les choix qui sont faits, etc. Et puis le fait que les gens avec qui on joue sont suffisamment bien élevés pour savoir qu'ils sont pas non plus supposés avoir une liberté extrême, etc. Mais en fait, ça, finalement, c'est le contraire de la liberté. C'est-à-dire que c'est de la manipulation, c'est une manière de tenter d'interférer sur les choix qui sont faits. Et au final, je trouve qu'il est plus intéressant, en tout cas dans ma pratique, moi, actuellement, de jeu. Et je vous dis, je joue depuis 17 ans et ça fait peut-être 1 an ou 2 que j'ai ces réflexions-là. Donc, avant, j'ai vraiment fait à la chaîne des trucs guidés, un peu discrets ou plus ou moins discrets pour manipuler les gens avec qui je jouais, pour aller vers l'histoire que j'avais prévue, parce que c'est aussi une manière de contrôler, donc d'être plus sécurisé soi-même. Maintenant, j'essaye plutôt, au contraire, d'ouvrir les portes et de dire, en fait, on va réellement jouer collectivement. C'est-à-dire que moi-même, mon scénario est beaucoup plus modulaire et ouvert, et je sais pas vers quoi on va, et on va ensemble l'improviser et le jouer ensemble, quoi. Et donc ça me paraît une manière intéressante de se projeter dans l'anticipation, et pas uniquement sur des scénarios science-fictionnels, mais ça peut être également dans de la fantaisie ou dans du réalisme pur et dur. Mais à partir de là, en fait, la question est moins quelle est la marge de liberté qu'on va se laisser mutuellement, d'autant que le jeu de rôle, c'est quand même un truc très contraint. Souvent, quand on demande aux gens ce qu'ils aiment dans ce médium, ils disent c'est la liberté totale et tout, mais en fait c'est pas si libre que ça. C'est le fait déjà de jouer à 4 ou 5, c'est une contrainte, etc. Le fait de devoir se voir souvent sur des parties de plusieurs heures, c'est déjà une grosse contrainte. Donc en fait c'est pas du tout si libre. Mais la question est moins de se demander quelle est la part de liberté qu'on va se laisser mutuellement, que de se dire vers quoi on veut aller. Et c'est là que je reviens sur les designs qui vont flatter plus ou moins tel ou tel comportement. C'est-à-dire que si on est très libre ensemble de décider vers quoi on va et qu'on se donne vraiment une marge de liberté conséquente mutuellement, mais que ça consiste essentiellement à ouvrir des portes pour tabasser les monstres qui sont derrière, et ça c'est 90% des parties de jeux de rôle, dans ce cas-là, on va quand même globalement toujours être dans le même truc, c'est-à-dire on va taper des monstres, gravir des échelons, et puis taper des monstres plus forts, et puis ainsi de suite, quoi. Ce que vous dites me paraît fondamental aussi par rapport à cette hypothèse du jeu comme instrument spéculatif pour se représenter l'avenir. C'est est-ce que le système de répétition des logiques qu'il y a dans la plupart des jeux ne gâche pas en partie. C'est une question que j'adresse plutôt à Camille, parce que je prends une intelligence à l'état pur, je veux dire qui n'est pas contaminée par la pratique du jeu. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir réellement un aspect spéculatif, c'est-à-dire de représentation d'un monde plausible autre que le nôtre par le biais du jeu? Ou est-ce qu'il y a des systèmes de répétition ou de codage des jeux qui font qu'on tourne dans un cercle peut-être vaste, mais qui ne retourne pas notre vision du monde ni de l'avenir? Est-ce que ma question est assez claire? Elle était un peu longue. Je sais qu'on dit toujours qu'il faut poser des questions courtes, mais on découvre le contenu de ces questions en les posant. Non, elle est très bien, mais c'est juste qu'elle est vaste. Je ne sais pas si je pourrais répondre complètement. Moi, en tout cas, quand j'ai découvert l'utilisation du jeu à travers des ateliers, etc., pour faire réfléchir les gens et leur faire ce pas de côté, j'ai repensé à John Rawls, ce philosophe américain, qui essayait vraiment de réfléchir à comment rendre plus juste la société, à la société juste idéale. Et en fait, il en est arrivé à dire à un moment donné, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est mettre les gens dans cette aporie qu'il a appelé voile de l'ignorance, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais qui est cette idée qu'il faudrait pouvoir mettre les gens dans cet exercice de pensée où ils ne sauraient pas quelle serait leur situation dans cette société. Donc ils ne sauraient pas de quelle classe sociale ils seraient, s'ils seraient femmes, hommes, etc. Et donc à cette condition-là, ils pourraient réfléchir et on pourrait parvenir à définir les critères de la société juste. Et voilà, donc c'est un exercice de pensée impossible. Mais je me dis quand même que peut-être le jeu parfois peut un peu nous rapprocher de ça en nous sortant de ce qu'on est. C'est très juste, parce que c'est pas parce que l'aboutissement est impossible, enfin la concrétisation absolue est impossible, pas pour ça que ça ne fournit pas un modèle possible qui oriente vers un autre type de regard, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne croyons pas que le jeu va influer sur l'ordre du monde, mais sur notre capacité de nous faire une idée sur l'ordre du monde et sur ces implexes, comme disait Valérie, c'est-à-dire ces possibilités non encore réalisées. Voilà.
Je voudrais réagir sur ce que Pauline a dit de cette nouvelle que je ne connaissais pas. Cet homme qui envisage toutes les situations et finalement le réel prend un autre chemin. C'est exactement ce qu'on dit quand on présente la prospective, dans la mesure où envisager les avenirs n'est utile que pour le présent. Ça n'a pas vraiment d'utilité pour l'avenir, parce que effectivement l'avenir passe toujours par un autre chemin. Mais quelque part, alors par rapport à cet homme qui, donc je ne sais pas quel a été son destin à la fin de cette nouvelle, mais mais une conviction que je porte, et là c'est une conviction qui est toute personnelle, c'est en envisageant tous les possibles, on relance l'indétermination. Peut-être qu'on se libère aussi de déterminismes qui peuvent nous être imposés. Donc, bien au contraire, cet homme a eu raison, même si son destin est resté tragique, il a eu raison de relancer son indétermination pour se libérer du déterminisme. Et cette notion de déterminisme, les sciences physiques, les sciences mathématiques nous ont désormais appris que le déterminisme n'existe pas, que nous sommes dans un monde indéterminé. Mais la nature humaine a du mal à entendre ça. Elle aimerait bien pouvoir avoir un contrôle sur les destins. La prospective est là pour relancer les dés, et c'est très bien, je suis vraiment super content que tu aies cité cette nouvelle, parce que ça me permet de revenir à l'ouverture des mondes anticipés vendredi soir avec l'intervention de Rill Miller, qui est prospectiviste à l'UNESCO et qui est surtout chef des littératies du futur. Donc chef des... c'est un laboratoire où on envisage les compétences que les individus et les collectivités, privées, publiques, etc., doivent acquérir, non pas pour maîtriser l'avenir, mais pour vivre l'avenir. Avoir les moyens de vivre l'avenir. Il y a une phrase que Rill a dite, je ne sais pas s'il l'a redit encore, il dit « Quand on est parent, on sait que ça ne sert à rien d'imposer un destin à nos enfants. Et ils feront tout et le contraire. Pour l'avenir, c'est pareil. Le présent n'a pas à coloniser l'avenir. Par contre, le présent a à se préparer à cet avenir. Et le jeu, de mon point de vue, et cet homme, en envisageant toutes les possibilités, a repris quelque part les rênes de son destin en main, même si Borges l'a fait mourir. Absolument. Ça permet d'ailleurs, et je vais devoir amener déjà à la conclusion, parce que je me suis engagé pratiquement avec mon sang de finir dans les délais impartis qu'on est en train d'atteindre, mais ça veut dire qu'il y a, dans le jeu, il y a l'exercice de la liberté. L'exemple de la nouvelle de Borges peut même si elle n'était pas de Borges, même si vous l'aviez inventé. Rire toute seule en me disant peut-être que c'est pas du tout lui, ouais, mais même si vous l'aviez inventé, ce qui serait une forme de jeu, ce sera encore beaucoup mieux. Ouais. Je dirais même, je souhaite que vous l'ayez inventé. Cet exemple montre bien, et on peut l'appliquer à bien d'autres choses, que envisager toutes les possibilités, toutes les façons, les visages que prendrait votre mort, par exemple dans cet exemple-là, en sachant bien, ou l'auteur sachant bien qu'on découvrira qu'il y en avait encore une autre, toute sauf une, et c'est celle-là qui est fatale. Bon. C'est néanmoins cesser d'être l'objet passif de sa mort pour devenir le sujet actif des scénarios de sa mort, ce qui, appliqué par exemple à l'avenir, parce que vous me voyez venir, ou aux avenirs, je reprends ce terme, nous amène à dire il ne s'agit pas de coloniser l'avenir, sans doute d'ailleurs, et c'est impossible. Ce qui colonise le présent, c'est le passé, c'est pas l'avenir, et inversement. Mais il s'agit de garder le contrôle de la réactivité au devenir de l'avenir, parce que l'avenir, c'est pas quelque chose qui surgit comme une étoile noire une fois tout à coup dans le ciel vide au bout de 10 ans. C'est quelque chose qui à chaque instant se cristallise. Nous sommes déjà dans l'avenir de ce qui était il y a 3/4 d'heure ou 1 heure le début de cet entretien. Donc cette conduite du mouvement de l'avenir, que certains confondent avec le flux éternel du présent, mais ils ont tort, cette conduite du mouvement de l'avenir, cette liberté,
elle est peut-être au cœur de notre appétit du jeu. Est-ce qu'il y a, quand je dis ça, il paraît que je le dis toujours d'un ton qui décourage les gens à intervenir, mais est-ce qu'il y a des remarques ou des questions qui seraient, je vous l'assure, bienvenues? Oui, on va vous apporter un micro. Je ne peux pas vous donner le mien parce que j'ai juré aussi que je ne prêterai pas le mien pour des raisons pandémiques. Tout ce que vous dites là à l'instant, c'était merveilleusement brillant, tout cela depuis tout à l'heure. Mais tous, hein, sans exception. Et ce qui me manque comme mot, d'abord, c'est le plaisir. Parce qu'en fait, quand je vous écoutais tout à l'heure, Pauline, j'avais envie de vous demander, de tous ces jeux, de ces multiples jeux, quelle est la forme du jeu qui vous procure le plus de plaisir? Et puis je me suis dit, bon, c'est une question indiscrète, mais en même temps, je trouve que cette conclusion sur la liberté, si on ne dit pas que ça procède aussi par le plaisir, alors peut-être on passe un tout petit... Parce que j'entends le mot plaisir sans l'entendre depuis le début de votre conférence. Et la deuxième chose, c'est pour moi, ça aide à vivre le présent, en fait. Et je réalise en vous écoutant, dans votre conclusion, que c'est comme si le futur n'était qu'un éternel présent, et que c'est comme si il nous appartenait, en fait, par le jeu, de s'en saisir et de se dire, cet éternel présent a quelque chose de jouissif et il faut donc pas avoir peur. Il me semble qu'il y a quelque chose de ça. Je ne dirais pas que c'est un éternel présent, où je comprends mal cette perspective, mais en revanche, c'est un éternel devenir du présent, hein, ce qui est le mouvement même organique et de notre vie, y compris de notre vie d'esprit. Pour moi, le plaisir, je suis sans doute le moins joueur de nous cinq, pour moi, le plaisir du jeu ou du reste, c'est toujours, d'une certaine manière, par le biais de la jouissance de l'esprit. L'exemple, encore une fois, de la pseudo-nouvelle du pseudo-Borghese. Hein. Elle devient de plus en plus méprisable, cette nouvelle. Non, c'était un chef-d'œuvre anonyme, ce sont les meilleurs. Cet exemple-là nous montre que on remplace le personnage, remplace l'horreur de la mort qui l'attend à brève échéance par, sinon la jouissance, du moins un certain plaisir de conduire son esprit sur les différentes formes de mort possibles qui lui appartiennent. Et chaque fois, parce que c'est impliqué dans la nature même du problème, il résout ce problème. Si c'était un couteau qui m'attend, je serais ainsi face au couteau, et ainsi de suite. Donc il y a le plaisir de vaincre aussi. C'est une victoire imaginaire asservie à un échec réel, mais néanmoins, cet élément-là... Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie du mot esprit, même s'il est un peu pédant, quand on parle du jeu, parce que ce qui est en mouvement, c'est pas les fonctions primaires, c'est les fonctions sublimatrices. Alors, elles peuvent avoir des variantes vulgaires ou pauvres, mais néanmoins, le jeu est sublimation. Un nouveau podcast d'Écho du futur, une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.